Yo les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Jujutsu Kaisen et notamment du chapitre 244. J'essaye deux types de micros, le Rode, pour voir si ça va mieux. Puis j'ai un nouveau micro cravate lavalier. On va essayer d'être un peu plus quali au niveau du son. Et cette vidéo est un peu le prétexte pour en parler. Prétexte pas seulement, bien sûr, puisque c'est un excellent chapitre de Jujutsu Kaisen qui m'a fait comprendre pas mal de choses, notamment autour de la track. Un arc que je trouve un petit peu moins intéressant que Shibuya, et j'ai enfin compris pourquoi avec ce chapitre. Le but de la track et potentiellement ce que ça nous apporte, nous, en tant que lecteurs. Shibuya est un chapitre exceptionnel, c'est une réelle fracture dans Jujutsu Kaisen, fracture avec la saison 1, qui est très shonen, qui suit énormément de codes. JJ Akutami a même été accusé de plagiat concernant son trio qui rappelle celui de Naruto, son intrigue et ses antagonistes qui nous rappellent Bleach. Il avait, dans un premier temps, copier-coller les formules qui fonctionnaient le mieux dans l'univers shonen Neketsu, ce qui ne donnait pas un côté très personnel, très identitaire, très singulier à l'œuvre Jujutsu Kaisen, chose qu'il a directement brisé avec Shibuya. Il l'a brisé tant dans la narration en se débarrassant du personnage de Satoru Gojo, qu'en faisant intervenir un petit peu une voix off, qui nous rappelle beaucoup Hunter x Hunter, en assombrissant le personnage de Yuji, on le voit également maintenant avec la saison 2 de Shibuya, et en tuant un très certain nombre de personnages qu'on s'attendait pas à voir mourir. Le tout dans un manga, c'est pas de tuer des personnages, ça, il y en a dans toutes les morts, mais c'est de tuer des personnages qui sont encore dans la fleur de l'âge. Je pense bien sûr à Nobara. C'est pas les mêmes morts que Jiraiya, que Netero, que Yamamoto dans Bleach, où ce sont des vieux sensei qui meurent, des morts comme Neji qui meurt dans le tome 71, on n'a plus rien à foutre, on est à la fin de la grande guerre ninja, la plus grande guerre du monde de Naruto, il y a un seul mort, c'est Neji. On est dans des morts qui sont vraiment surprenantes et qui me rappellent beaucoup Game of Thrones de R.R. Martin ou SNK. Il le faisait également beaucoup dans ce manga où on voit directement les titans qui sont capables de bouffer n'importe lequel des personnages principaux. Il y en a plusieurs, chacun a une quête, chacun a un caractère, mais voilà. On est dans un monde où n'importe qui peut mourir et ça on le ressent vraiment dans Jujutsu Kaisen. C'est très important et l'arc Shibuya a servi à ça, à nous démontrer que le risque est partout. C'est ça. Dans la track, c'est complètement différent, parce que dans la track, j'arrivais pas à saisir complètement le propos de l'auteur. C'était une suite de combats qui n'apportait à mon sens pas grand-chose et qui déboucherait sur une finalité difficilement appréciable, celle de Kenjaku qui veut faire naître un monstre dégueulasse, qui serait la fusion de toutes des énergies négatives des Japonais. Et je me demande où est-ce qu'on allait dans cette quête qui n'avait pas réellement de sens, qui en a pris une avec le combat à Satoru Gojo contre Sukuna, puisque ce sont deux des êtres les plus puissants, un d'aujourd'hui et un d'hier, qui s'affrontent sur un des combats les plus intéressants, tout shonen Neketsu confondu. Mais mis à part ça, la track n'avait pas un goût des plus doux à mon palais. Et je l'ai compris en lisant ce chapitre, parce que dans ce chapitre, on nous plonge une nouvelle fois dans un monde qu'on ne connaît pas, celui de la loi et des avocats, à travers le personnage d'Irumi, je crois, l'avocat, qui s'offre d'aller affronter Sukuna avec les particularités de son sort. Et en me remémorant cette scène, je me suis rappelé que durant la track, on a été plongé dans divers univers. Dans le tome 21 que je suis en train de lire, on est sur l'univers du manga avec Kinji qui affronte un ex-mangaka. On a eu pendant 3 semaines un combat autour de la fonction de comique. Qu'est-ce qu'un comique? Pourquoi est-ce qu'on devient comique? Quel est le travail, quel est le sacrifice qu'on doit faire pour devenir un bon comique? Quels sont les différents championnats? Quelles sont les différentes chaînes où sont livrées, j'ai envie de te dire, les meilleures blagues du Japon? On a vraiment été poussé là-dedans et surtout ce que ça nécessitait en termes de travail en deux, puisque l'une des caractéristiques de l'humour japonais, c'est qu'il est fait en duo. On nous plonge réellement là-dedans et on commence à avoir une réflexion sur ce milieu qu'on connaît ou pas, qui nous intéresse ou non, qui nous apporte quelque chose. Et quand on regarde la track, c'est une infinité de personnages qui nous fondent finalement dans leur concept, dans leur art, dans leur métier, dans leur particularité. Et c'est en ça que la track est hyper intéressante. C'est des choses qu'on avait beaucoup dans Shaman King et dans le Shaman Fight, j'en parlais précédemment. Et finalement,
Est-ce que la traque n'est pas un prétexte pour que Gégé Akutami nous parle finalement de sa culture générale? À travers le personnage de Kenjaku, on a vu que c'était un personnage hyper intelligent. Il nous partage sa culture, chose qu'il avait du mal à faire quand il me parlait un petit peu du pouvoir de l'infini, du Gojo dans les tomes de chez je ne sais quel Kurokawa, je crois. Il tente de nous donner des explications entre les tomes sur l'infini, sur les nombres finis, les fractales et toutes sortes de choses, mais c'est assez mal maîtrisé. Puis finalement, il nous dit bon, c'est un peu brouillon, qu'il s'est fait corriger par plusieurs mathématiciens, et il n'avait pas réussi finalement à nous transmettre correctement sa passion des mathématiques. Il a laissé ça de côté sur Shibuya parce que tu as très peu de personnages qui te plongent vraiment dans de la culture générale, que ce soit de l'art, la loi, le comique, les mathématiques, etc. On est vraiment sur du spectaculaire. Et finalement, dans la traque, petit à petit, il nous replonge dans des événements de culture générale, sur des aspects qu'il maîtrise peut-être mieux, déjà avec le mangaka dans un premier temps, puis avec le comique là dans un second temps, et dans ce chapitre-là, enfin j'y viens, mon intro est assez longue, il va nous parler des spécificités du droit japonais qui vont nous ancrer directement dans les possibilités que l'avocat va nous permettre de faire, de lire, de comprendre sur le combat contre Sukuna. Et c'est magnifiquement amené, d'une part parce que j'ai compris tout l'intérêt de ce personnage et de pourquoi est-ce qu'il est stratégiquement important maintenant pour affronter Sukuna. Tu peux même te dire que dans la stratégie, au final, Gojo, c'était pas la meilleure carte. Gojo, c'était certes la carte la plus puissante, mais c'était pas un sort complexe. De ce fait, beaucoup de personnages, comme celui de Takaba la semaine dernière, ou Hirumi, je crois qu'il s'appelle l'avocat de cette semaine, ne sont certes pas des Deux Ex Machina comme Gojo, c'est-à-dire des personnages surpuissants, mais ils ont des particularités uniques qui fait que si on les positionne dans le bon axe, on peut avoir un effet beaucoup plus redoutable que celui de Satoru Gojo. Le personnage de Foudre était aussi un excellent exemple. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui avait affronté Kinji, qui maîtrisait la foudre, qui avait notamment un sort qualifié comme imparable, en tout cas très puissant, mais lui il a été débouté, il n'a pas réussi à faire mouche parce que c'était, là encore, qu'une échelle de puissance, alors qu'on se dirige là dans la fin de cet arc sur les sorts qui sont plus liés à des grosses conditions. Celle de Takaba était vraiment liée à son amour et à sa passion pour le comique. Celle d'Hirumi, je crois qu'il s'appelle, l'avocat, ça serait plutôt à sa compréhension du droit. Et c'est en ça qu'on a une exploitation intéressante de la culture de l'auteur du manga pour te rendre finalement le récit palpable, ancré dans le réel. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans Hunter x Hunter et qui me plaisait, c'est l'ancrage dans le réel. Dans Hunter x Hunter, c'est par la précaution que prennent les personnages avant de rentrer dans un combat, puisque si vraiment on aurait des pouvoirs paranormaux et surnaturels dans notre monde, là actuel, dans celui qu'on vit, on prendrait énormément de précautions avant de s'engueuler avec quelqu'un, avant de faire un choix, etc. Comme en entreprise, les gens prennent énormément de précautions avant de communiquer, donner une information. Les médias, aujourd'hui, dans la télé, on fait très attention à ce qu'on dit parce que les mots sont une arme. Imaginez, on aurait des pouvoirs magiques, on ferait énormément attention. Et dans Hunter x Hunter, juste le fait que des gens puissent connaître ton pouvoir, c'est un danger. Tu perds ta force de dissuasion. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est ce parallèle. Et là, sans aller aussi loin, dans Jujutsu Kaisen, on a quand même des parallèles très puissants, très intéressants, ancrés dans notre monde, comme là, la compréhension du droit japonais par ce fameux Hiruma, je ne sais même pas s'il s'appelle comme ça, bien sûr. On peut voir dedans qu'il y a une interprétation de plusieurs faits qui sont issus de la loi japonaise, que je ne connais beaucoup moins que la loi française, mais ayant fait des études, j'ai quelques notions en droit, sur les cours du premier degré, sur la cour d'appel, sur la cassation. Aujourd'hui en droit, si tu veux, quand tu as un litige, que ça soit dans le pénal ou dans le public, tu as ce qu'on appelle un premier tour, où tu vas avoir à la fin une personne qui est accusée, coupable ou non, tu as un demandeur et un accusé, et la personne qui perd le procès a le droit de faire appel. Et le troisième niveau, qu'on appelle la cour de cassation, ne peut être consulté uniquement si tu estimes que le droit n'a pas été respecté. C'est-à-dire, tu n'estimes pas que tu as raison ou tort, tu estimes que dans la décision de justice qui a été rendue, le droit n'a pas été respecté. Dans ce cas-là, tu vas en cour de cassation. Il y en a une seule en France, cour de cassation, qui doit trancher tous les appels qui n'auraient
pas respecter le droit, en appel ou au premier degré, au premier niveau. Au Japon, ça a l'air d'être différent, mais on rentre quand même dans un appel qui va être subtilement utilisé parce que ça va être un appel d'une décision de justice qui est originaire du premier combat de la traque, donc du premier combat entre Yuji Itadori et ce fameux Hiruma, si je ne me trompe pas de nom depuis le début. Et donc ce combat qui avait l'air dans la traque être uniquement un combat pour donner un adversaire au héros principal et faire avancer l'intrigue, sera finalement, peut-être en tout cas là où on en est dans la discussion aujourd'hui, l'élément probant qui va permettre d'accuser Sukuna. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accuser Sukuna? Parce qu'il y a encore là des règles de loi qui sont tacites. Il y a le fait est que Sukuna, d'une part, a perpétué la plupart de ses méfaits il y a 1000 ans, donc il y a prescription. Il y a aussi des prescriptions en France. Des prescriptions, c'est quand tu commets un délit depuis un certain nombre de temps, la justice ne peut plus te le reprocher. Dans un délire de faire une justice la plus équitable possible, il faut, quand tu commets un délit, qu'on te punisse dans un ordre temporel qui corresponde un petit peu à la personne que tu es. Si je fais un crime il y a 10 ans, aujourd'hui, ça serait pas des plus morales de me le reprocher parce que j'ai 34 ans et je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit. Il y a la même chose chez les animaux, il y a des vidéos qui sont sur ça, je ne m'intéresse pas forcément à ce sujet, mais c'est un bon exemple. Apparemment, un chien, s'il fait une connerie et que tu ne l'engueules pas sur le moment, il n'a pas assez de mémoire pour se rappeler pourquoi est-ce que tu es en train de l'engueuler si tu le fais le jour suivant, le jour d'après ou 3 jours après. Donc, dans le même ordre d'idée, l'humain ne peut apprécier sereinement une décision de justice que quand c'est fait dans un temps impartial. Il y a des cas où c'est débattable, où on peut débattre sur le meurtre, sur le viol, sur des peines lourdes. Est-ce que finalement c'est une bonne chose d'avoir un petit peu un délai pour juger ça? Mais en tout cas, dans le droit français, c'est ça. Il se trouve que dans le droit japonais, c'est un peu plus complexe, mais dans certains cas de figure et dans d'autres non, il peut y avoir des prescriptions. Donc Sukuna pourrait être hors du contrôle juridique du personnage et du pouvoir d'Iruma si on considère que dans l'interprétation d'Iruma, puisque c'est son pouvoir, les faits commis il y a 1000 ans ne sont plus juridiquement assez importants, puisqu'il serait dans une période sur laquelle on ne peut plus juger. Ce qu'il y a aussi dans le droit français, donc jusqu'à là, j'ai pas mal capté. La deuxième chose, c'est le choix de la responsabilité, et ça, c'est un grand problème. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de fiction, notamment dessus, Peur Primale avec Edward Norton. Est-ce que la personne est responsable? Finalement, sur le massacre de Shibuya, est-ce que Yuji Itadori est responsable parce qu'il a le corps, ou est-ce que c'est Sukuna parce qu'il a l'esprit? Qui est responsable de ce massacre selon Hiruma, qui va interpréter le droit, selon le droit japonais, et selon finalement son pouvoir, qui ne sera que l'essence, qui ne sera que la résulte de la façon de penser d'Hiruma, parce que Hiruma, avec son pouvoir, n'est pas la réelle justice japonaise, il n'est que l'interprétation d'Hiruma dénuée de sa propre volonté. Donc c'est la manière dont son subconscient va interpréter le droit. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ça veut dire que même si lui, fondamentalement, il pense que la personne qui est responsable, c'est l'esprit, ça se trouve, son subconscient pense que non, et donc son pouvoir va trancher de manière différente. Mais la seule façon qu'ils ont de pouvoir finalement jouer le meilleur coup, parce qu'en fait, selon la sanction que le pouvoir d'Iruma ou d'Irumi va avoir, il y a un des pouvoirs, l'épée de la liberté, qui pourrait one-shot Sukuna. Ou one-shot un de ses sorts. Je ne me rappelle pas, j'ai pas relu le chapitre avant de tourner la vidéo, mais je crois que la résulte, ça peut être ou la peine de mort, et dans ce cas-là, il y a un certain nombre de caractéristiques qui doivent remplir pour pouvoir un petit peu avoir la peine de mort, et ils le disent au Japon, ils ont un système qui est assez intéressant, c'est-à-dire que tu tues 1, 2 ou 3 personnes, tu vas avoir finalement
un crescendo de peine pouvant aller jusqu'à la peine de mort. En France, il n'y a pas la peine de mort et la peine capitale, je crois que c'est la perpétuité, c'est 20 ou 25 ans. Donc tu ne peux pas avoir plus de 20 ou 25 ans de prison sûre et certaine, hein, parce que les gens pensent que la perpétuité en France, c'est que tu fais toute ta vie en prison. En fait, non, tu as une peine de sûreté de 21 ou 25 ans, je ne me rappelle plus. Donc la perpétuité n'existe pas en France, sauf dans des cas très précis. Et aux États-Unis, les peines sont cumulables. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si tu tues 3 personnes, bah, c'est 10, 15, 20. Au Japon, c'est une personne 10, on estime que c'est une erreur possible. Une deuxième personne, c'est 15, on estime que c'est un peu bizarre, mais t'as récidivé. 3 personnes, c'est peine de mort. T'es parti trop loin. En France, je crois que on ne compte que ta peine la plus haute. Aux États-Unis, on les cumule. En France, c'est-à-dire que si tu tues quelqu'un et tu le voles, et tu détériores son vêtement, on va uniquement compter le fait que tu l'aies tué, parce que c'est supérieur aux 2 autres infractions. Apparemment au Japon, de ce que j'ai compris du chapitre, et là j'ai besoin de votre aide pour ceux qui s'y connaissent un peu ou qui ont bien lu le chapitre, tu peux te faire condamner sur plusieurs chefs d'accusation, mais on peut en retenir qu'un seul. Par exemple, tu plantes quelqu'un, il y a la tentative de meurtre, et il y a aussi le fait que tu aies détérioré son vêtement. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas appris, donc apparemment il y a un risque que tu ne sois accusé que pour la détérioration du vêtement et qu'on ne regarde pas les autres chefs d'accusation. Est-ce que ça laisse entendre qu'au Japon, tu peux ne juger qu'un seul chef d'accusation et pas plusieurs? Ça, c'est un truc que j'ai pas compris, d'une part parce que je ne connais pas la loi japonaise, et d'autre part parce qu'on lit un petit peu une traduction qui n'est pas des plus fiables. Bon, elle est fait vite et tout, etc. C'est une très bonne traduction, mais on n'a pas les mots vraiment précis. C'est pas fait par des professionnels, par des gens qui sont payés, qui ont une obligation de résultat. Du coup, ça va être super intéressant de relire le chapitre le dimanche pour savoir déjà quelle est l'information sur la loi japonaise, et surtout comment le personnage d'Hirumi et surtout son sort vont un petit peu interpréter cette loi qui est au Japon. Puisque l'une de leurs craintes, c'est que finalement ce sort ne juge qu'un fait mineur de Sukuna, et donc que Sukuna esquive la peine de mort qui peut être proclamée par ce pouvoir. Et donc, plutôt que de jouer à la loterie et de se dire, bon, finalement, il y a plus de chances que Sukuna soit jugé pour Shibuya, pour avoir pris possession du corps de Yuji ou du corps de Megumi, qui sont des détournements de la manipulation, des choses qui sont couvertes par la législation japonaise, on va plutôt utiliser l'appel de Itadori, qui a été jugé pour les actes de Shibuya et qui pourra aujourd'hui débouter puisque l'autre accusé est là, qu'il a pris possession d'un autre corps Megumi et donc qui peut être jugé en tant que personne physique et non plus en tant qu'esprit. C'est, il me semble, ce que j'ai compris de ce chapitre, et je trouve ça bien joué parce que dans ce cas présent, la culture générale de J.J. Akutami sert le propos et ne perd pas le lecteur dans les choses qu'ils font comprendre pour appréhender l'impact d'un pouvoir dans le manga. Ce qui n'était pas le cas avec le pouvoir de Satoru Gojo et des mathématiques, parce que déjà, c'était très dur de comprendre sur quoi se basait l'auteur. L'infini, les fractales, tout ça, c'est pas des choses moi que j'ai étudiées. Je pense que c'est le cas d'une mineure partie de la population, ceux qui sont partis en S, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Vous êtes tous des chômeurs si vous regardez mes vidéos sur YouTube. Et apparemment, il a été même repris par des mathématiciens plus tard qui lui ont dit « Coco, tu racontes un peu de la merde ». Donc, le pouvoir de Gojo est basé sur une inspiration mathématique qui est une mauvaise compréhension de l'auteur de Jujutsu Kaisen. Par contre, là, dans le droit, même moi qui ne connais pas le droit japonais, avec le peu de culture générale que j'ai senti l'intrigue, la problématique des personnages, et c'est hyper intéressant d'ailleurs de les voir à travers des flashbacks, toute la réflexion qu'ils ont eue. C'est des scènes qui me rappellent beaucoup l'attaque du roi des fourmis, hein, du Goroto de l'Est, de la part de Netero, Gon, Killua et les autres personnages, où ils ont vraiment réfléchi avant de faire leur attaque. Là, avant d'attaquer le duo Sukuna-Kenjaku, il y a eu un laps de temps que j'ai trouvé très rapide, finalement, entre la libération de Gojo et l'attaque, il y a quelques mois, mais c'est que quelques pages. Et on ne voit pas toute la préparation qu'ils ont faite, et moi j'aurais bien aimé la voir avant, mais elle est habilement distillée ici et là dans les flashbacks, et c'en est que de plus intéressant, parce que tu as
la réflexion et le combat directement. C'est beaucoup plus intéressant qu'avoir la réflexion il y a 4 chapitres et les combats beaucoup plus loin. Donc c'est cool, finalement, de l'avoir comme ça, de mon point de vue, en tout cas de ce que je pense, pour être honnête. L'auteur manipule très bien les différents points de vue, dans le sens où on a, en alternance depuis le combat de Satoru Gojo, un combat de Sukuna jusqu'à une très grosse intrigue, le nouveau pouvoir de Yuji. On voit avec ses points d'ailleurs qu'il a un impact sur Sukuna. Il y a une certaine force. En tout cas, c'est Sukuna forme finale maximale le plus puissant possible et il a l'air impacté par les coups simples, sans sort, que peut lui foutre dans la gueule Itadori. Donc, on a un peu de suspense. Ensuite, on a finalement le combat de Kenjaku qu'on ne prenait pas au sérieux. Nonobstant, à la fin, on va commencer à le prendre au sérieux parce que Kenjaku se fait couper la tête. Et là, au moment donné où cette intrigue-là de Kenjaku est plus intéressante que celle de Sukuna finalement, on nous rebascule vers ce Itadori Yuji et on nous vend pas directement le pouvoir de Yuji, on nous vend le personnage d'Iruma et j'achète. C'est ça là où l'auteur est très fort. C'est que j'achète. En un chapitre, j'ai oublié Kenjaku. En un chapitre, j'ai oublié Itadori. J'en ai d'ailleurs pas du tout parlé pendant cette vidéo. En un chapitre, j'ai compris pourquoi la traque était intéressante à mes yeux. Qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que cette œuvre m'avait apporté? On se pose souvent la question, depuis le chef otaku, qu'est-ce que cette histoire raconte? Et ben moi, je vais plus loin, c'est qu'est-ce que cette histoire m'a apporté? Et ben ça m'a apporté, ça m'a fait comprendre que cette œuvre-là, que cet auteur-là, tentait de nous partager, pendant la traque, nombre de ses passions. Jujutsu Kaisen est un manga qui a suivi scrupuleusement les codes, les a détruits, et là on a peut-être le vrai propos de l'auteur, un garçon curieux et passionné, et qui tente un peu de nouer, de créer des intrigues autour de ça, peut-être pour nous intéresser un peu plus à l'art, à la loi, à la politique, au comique, et à la passion. Et en ça, je dis bravo. Très beau chapitre. Comment veux-tu dire autrement les choses? Très beau chapitre. Voilà pour ce que j'avais à dire. Je ne pense pas que je vais faire de montage. Je vais vous partager ça directement. Ceux qui auront le temps d'écouter écouteront. De toute façon, j'ai une petite communauté de 4-5 000 personnes sur Jujutsu Kaisen et j'en suis très content. Et si vous voulez vous abonner pour avoir ce genre d'analyse, n'hésitez pas à le faire. C'est là où je m'éclate le plus. Alors passez une excellente journée. Ciao, ciao.